Bienvenue à tous pour cet nouvel épisode des Chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, nous vous proposons deux chroniques qui ont, d'après nous, un objet d'intérêt pour J'ai déjà l'entrepreneur. défloré, je vais vous parler de sécurité psychologique, mais en tant que facteur de performance pour l'entreprise. Nos échecs sont des butins et parfois même de véritables trésors. Il faut prendre le risque de vivre pour les découvrir et les partager pour en estimer le prix. Donc ça, c'est un philosophe français, Charles Pépin, philosophe contemporain, malgré ce qu'on pourrait penser, qui a publié un livre sur les vertus de l'échec en 2016, dans lequel il propose à la fois une vision philosophique, mais aussi pratique de l'échec. Et en fait, il revient à l'étymologie du mot. Au XIe siècle, le terme échec désignait un butin. Voilà. Et donc, voilà cette notion de trésor. Dans cet épisode, je ne vais pas vous parler de Charles Pépin, mais plutôt d'Amy Edmondson, euh, qui a construit ses théories en s'appuyant sur des années de recherche et d'observation de différents environnements de travail, et donc qui a élaboré et très largement creusé cette notion de sécurité psychologique au travail. Pourquoi elle est importante pour les collaborateurs, c'est ce qu'on va voir, et comment elle, effectivement, elle met en lumière deux manières de manager très, très différentes. Et puis on verra ensuite en pratique que les entrepreneurs peuvent en tirer. Alors voilà, on voit, on découvre donc Amy Edmondson, qui a publié notamment deux ouvrages de référence. The Fearless Organization en 2018, l'entreprise sereine, et tout récemment, enfin en anglais en 2023, Right Kind of Wrong, traduit en français en 2024, l'art de choisir ses erreurs. Donc, Amy Edmondson, célèbre professeur d'Harvard, et donc connu pour son concept de psychological safety, donc qui était au centre de son best-seller, publié en 2018. Et sa carrière a été déterminée elle-même par un premier échec, lorsqu'elle a entrepris de comprendre les raisons des succès et des échecs des opérations effectuées par les équipes chirurgicales dans les hôpitaux américains. Et au départ, elle est partie sur une étude dans le domaine de l'aérien, transport aérien, une étude sur les clés de succès et d'échec en matière de pilotage d'avion. Et donc, elle s'attendait très, très logiquement à ce que ce soit les meilleures équipes qui commettent le moins d'erreurs. Mais en fait, les analyses ont montré tout l'inverse. Et ça, on y reviendra donc un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que la sécurité psychologique. Alors, c'est pour résumer en deux grandes notions, c'est le sentiment de pouvoir être soi-même au travail sans la crainte d'être jugé ou d'être rejeté. Et c'est aussi notamment la permission de prendre les risques, de faire des erreurs et d'exprimer ses opinions librement. Alors, c'est pas un concept woke, c'est au contraire un facteur important qui est au service de la performance dans l'entreprise. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus, on aboutit au résultat qui est que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Donc, pour résumer un petit peu l'approche, on a des objectifs qui sont ceux de l'entreprise et qu'on aimerait bien atteindre. Pour ça, donc, on va mobiliser des ressources, voilà, essentiellement humaines, mais aussi techniques et technologiques, etc. Et pour que on ait une chance d'atteindre ces objectifs et de les transformer en résultats concrets, eh bien, on intéresse que les ressources mobilisées soient les plus efficientes possibles et donc qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Alors, les bénéfices de la sécurité psychologique, quels sont-ils? C'est d'abord l'augmentation de la productivité. Donc, les employés, ils sont plus engagés, plus efficaces, mais c'est aussi l'innovation. Les employés, ils se sentent plus à l'aise pour proposer de nouvelles idées.
plus libre de prendre des risques, même de dire des bêtises. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. La réduction du turnover, les employés sont plus satisfaits et restent tout simplement plus longtemps dans l'entreprise. Et aussi l'amélioration de la qualité. Les employés sont plus attentifs aux détails et à la satisfaction client. Donc tout ça va de toute évidence dans le bon sens. On va illustrer ça avec le cas de Google. Alors je vais prendre l'exemple de Google qui est reconnu pour sa culture d'entreprise innovante et axée sur les employés et qui s'est fortement inspiré des travaux d'Amy Edmondson, notamment sur la sécurité psychologique. En 2012, Google veut découvrir les secrets des équipes les plus performantes. Pour ça, ils vont mener plus de 200 interviews pour trouver la recette magique des équipes performantes et ils vont aboutir à la conclusion plutôt contre-intuitive, c'est que la performance dépend plus de la manière dont les membres de l'équipe travaillent ensemble que des personnalités qui la composent. Autrement dit, ce n'est pas dans les équipes où on va trouver la plus forte concentration de matières grises, de super diplômés qu'on va voir les meilleures performances. C'est au contraire, enfin c'est pas au contraire, mais c'est en tout cas là où la capacité à travailler ensemble et notamment la sécurité psychologique vont être les plus développées. Donc voilà, pour maintenir un avantage compétitif, il est donc essentiel de créer un environnement de travail où les employés se sentent à l'aise pour prendre des risques, pour exprimer leurs idées et aussi pour commettre des erreurs et apprendre de ces erreurs. Alors, les facteurs de performance des équipes qui ont été mis en évidence, eh bien, c'est le droit à l'erreur. Est-ce que nous pouvons prendre des risques dans notre équipe sans se sentir malaise ou embarrassé? La confiance. Est-ce que nous pouvons compter les uns sur les autres pour produire un travail de qualité en temps et en heure? C'est important, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi dans chacun des membres de notre équipe. Ensuite, on a la notion de clarté des objectifs. Est-ce que les objectifs, le rôle de chacun, est-ce que les plans d'action pour notre équipe, est-ce qu'ils sont suffisamment clairs? On a ensuite le sens des missions. Est-ce que nous travaillons sur des missions qui sont importantes pour chacun d'entre nous? Est-ce qu'elles font du sens pour nous? Est-ce qu'on y adhère? Est-ce qu'on les comprend? Et enfin, l'importance de son travail. Est-ce que chacun d'entre nous est réellement convaincu que le travail qu'il effectue est important au sein de l'équipe et pour l'entreprise en général? Et enfin, le droit à l'erreur. Voilà, est-ce que je suis libre de prendre des risques? Est-ce que effectivement le droit à l'erreur, est-ce que l'erreur ne va pas être condamnée, mais on va dire tolérée, voire même dans certains environnements, on va le voir, favorisée. Donc, si on fait un focus maintenant sur le droit à l'erreur, donc Amy Edmondson avait fait le constat, donc contre-intuitif, que les équipes performantes sont celles qui font le plus d'erreurs. Mais en fait, elles ne font pas plus d'erreurs, simplement elles les rapportent davantage. C'est-à-dire, elles les assument, elles considèrent que c'est un facteur de progrès collectif et elles sont rassurées sur le fait que, effectivement, le partage de ces erreurs, la transparence sur les erreurs va être bien accueillie dans l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre de secteurs d'entreprise dans lesquels les erreurs sont assez cruciales, évidemment, enfin assez fatales, on va dire, il y a très fort encouragement à la transparence par rapport à ces erreurs. Donc, dans les hôpitaux, les cliniques, on a mis en place des programmes de reporting des incidents sans peur pour encourager les professionnels de santé à les signaler sans craindre la moindre représaille. Et on a également ces secteurs comme l'aviation, comme le nucléaire, où la transparence est exigée et donc totalement dédramatisée, puisqu'évidemment, on imagine les risques à mettre ce genre de défaillance sous le tapis. Ensuite, on a aussi l'exemple des entreprises Lean, commencé par Toyota, évidemment précurseur. Chaque erreur est accueillie à bras ouverts
euh, puisqu'elle constitue, elle est vraiment prise comme une opportunité de réfléchir et d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise. Donc on se frotte les mains quand une erreur, une défaillance va être détectée et signalée. On a cette devise dans la Silicon Valley, fail fast, fail often. En fait, euh, ne pas, comment dire, se complaire dans l'erreur, s'enliser dans l'erreur, être vigilant, les repérer rapidement et les détecter, les signaler, les corriger. Et comme elles sont bien gérées, eh bien, on n'a pas peur de se tromper souvent pour effectivement rebondir et avancer. Donc, on a des environnements comme ça où l'erreur est réellement considérée comme une opportunité d'apprentissage et de progrès qui se distingue de ces environnements où l'erreur va être considérée comme un échec personnel et ou collectif, et donc banni, stigmatisé, dramatisé. Donc, on revient à cette notion de sécurité psychologique. Elle comprend notamment, c'est un des éléments phares, la permission de faire des erreurs. Et le dernier livre d'Amy Edmondson, qu'on a évoqué tout à l'heure, L'échec intelligent, euh, explique que toutes les erreurs ne se valent pas. Donc, on a des erreurs basiques, donc celles, bon, ça vaut même pas la peine de parler, erreur d'inattention. Des erreurs complexes, là, effectivement, elles nécessitent vraiment un travail de fond et peuvent être problématiques, mais vont mettre vraiment en exergue des problèmes de fonctionnement, de process, etc. Et puis des erreurs intelligentes, celles qui sont effectivement des signaux, qui signalent des potentiels d'amélioration. Une petite citation, une illustration pour cette notion d'erreur, donc qui illustre le droit à l'erreur appliqué à l'improvisation en jazz et qu'on pourrait appliquer peut-être d'une manière beaucoup plus générale dans la vie. En fait, c'est c'est ce qui va se passer par la suite qui va nous dire effectivement ce qui était une erreur ou ce qui n'en est pas. Effectivement, aucune note n'est fausse a priori en soi. Tout dépend de ce qui va lui succéder. Et c'est un peu pareil effectivement dans l'entreprise et dans la vie en général. Donc, à partir de là, en caricaturant un petit peu les choses, on arrive à deux manières radicalement différentes de manager. On a le management par la conformité et le management par l'initiative. Alors, évidemment, tout ça est caricatural, mais c'est intéressant de voir un petit peu où chacun place son curseur et comment améliorer les choses. Donc, cette notion de sécurité psychologique, bah, dans ces entreprises qui sont managées par la conformité, c'est tout simplement pas le souci numéro un, c'est pas nécessaire. Là où le management par l'initiative rend la sécurité, enfin, se base sur la sécurité psychologique comme étant un facteur indispensable de progrès. Et ainsi de suite, sur le leadership, bah, il va être transactionnel dans le management par la conformité. Voilà, je te donne des missions, je te verse un salaire, et voilà, la transaction et comment dire, les facteurs, les modalités de la transaction sont clairs. Alors que par l'initiative, on va s'appuyer davantage sur le charisme du manager, sur le sens, la vision qu'il trace pour l'entreprise, pour les équipes. On va plutôt parler effectivement d'un leadership aspirationnel. La carotte et le bâton, dans le cadre du management dans la conformité, alors on va susciter l'envie, l'adhésion, l'organisation plutôt rigide dans un cas, les rôles sont beaucoup plus flexibles, évolutifs, chacun trouve sa place, remplit les vides laissés par les autres de manière, je dirais, très ouverte et très évolutive. On est dans une coopération forte et spontanée, là où les choses étant rigides, la coopération est plutôt faible ou organisée dans les entreprises managées par la conformité. L'information, il y a plutôt une rétention de l'information, en tout cas un manque de transparence, on a peur de la partager. Qu'est-ce qui va en être fait si on la laisse effectivement circuler dans toute l'entreprise, là où on assume totalement, enfin,
peut-être pas toutes les informations, mais d'en partager le plus grand nombre dans l'entreprise, voilà, managée par l'initiative. Enfin, en ce qui concerne le rapport à l'échec, évidemment, dans un cas, c'est un danger, c'est c'est à éviter à tout prix, là où c'est considéré de manière très positive comme une source d'apprentissage. Donc il faut encore c'est un peu caricatural, mais c'est une approche intéressante qu'on retrouve aussi, et c'est, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, dans l'éducation des enfants par les parents, qu'on retrouve dans l'enseignement, entre d'un côté des approches, on va dire normatives, ou qui vont être basées sur des obligations, des injonctions, et qui vont induire un état d'esprit plutôt soumis, qui va voilà déboucher sur la suradaptation, du stress, de l'anxiété. À l'opposé, on va effectivement avoir des modes d'éducation et d'enseignement plus permissifs. On va exprimer effectivement des droits, des libertés, dont celle de se tromper, des possibilités, des capacités, et on va stimuler effectivement davantage le potentiel de chacun. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Comment appliquer ces concepts dans sa propre entreprise? Eh bien, on va pouvoir étudier des données RH, notamment des données de turnover, d'absentéisme, voir un petit peu quelles sont des revendications, quel est le climat social, voir comment évoluent ces données dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a certains indicateurs qui partent dans le mauvais sens, hein, être attentif à ça. On va pouvoir mettre en place des questionnaires anonymes ou non. C'est plus facile quand c'est anonyme. On va pouvoir aussi utiliser ces notions-là dans les entretiens individuels qui sont soit annuels ou plus au cas par cas, dans les feedbacks aussi que l'on donne aux collaborateurs. Et enfin, ça peut aussi être comment dire, des sujets, matières à travailler en groupe, à des ateliers, des séminaires, etc. Alors, un exemple de questionnaire que j'avais à un moment donné élaboré sur la base des travaux d'Amy Evanson et puis de ce que Google en avait fait. En fait, j'étais parti sur ces facteurs de sécurité psychologique et on en avait fait des questions. On avait bâti un questionnaire qu'on avait baptisé Aristote. Ne me demandez pas pourquoi, sans doute parce que ça exprime voilà la sagesse des anciens. Et donc, c'était basé sur 8 questions. Est-ce qu'on peut exprimer ses idées en étant écouté sans crainte de jugement négatif de la part des supérieurs et des collègues? Donc, toutes ces questions donc, faisaient l'objet d'un questionnaire qui était, comment dire, proposé de manière anonyme, voilà, via un questionnaire Google, et qui était ensuite traité, comme on va le voir juste après. Et donc, les questions, voilà, abordaient successivement ces notions de confiance aux collègues dans la réalisation des sujets, l'évaluation de l'environnement de travail. Voilà, est-ce qu'il est favorable à l'épanouissement ou pas? Et toujours noté de 0 à 10. Est-ce qu'on estime que les compétences des membres de l'équipe sont complémentaires? Est-ce qu'on pense que la répartition des rôles est cohérente avec les objectifs de l'équipe? Est-ce que les projets et les missions ont du sens pour nous? Est-ce qu'on estime que on bénéficie de la reconnaissance que l'on mérite pour la contribution au travail de l'équipe? Et enfin, est-ce que les méthodes de management dans l'entreprise favorisent la performance collective? Et après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, on en fait une synthèse et on va donc faire la moyenne de ces notes sur des entreprises d'une certaine taille. Donc là, c'était une entreprise, il y avait plus de 100 collaborateurs, 103 réponses au questionnaire en tout cas. Et donc, on avait fait, comment dire, on avait fait passer ce questionnaire par département et on avait vu effectivement certains départements ou sur certaines questions, on avait quand même des dysfonctionnements. Et voilà, c'est donc ce qu'on faisait apparaître en rouge, là où en vert, évidemment, tout va bien.
Et non seulement donc on avait fait mis en place ces notes, donc globales et puis par département, et puis on avait également calculé l'écart type, ce qui était intéressant pour voir si effectivement au sein de chaque département pour chaque question c'était relativement homogène, ou est-ce qu'on avait des disparités importantes, donc des gens très contents et des gens plutôt très mécontents. Et donc tout ça effectivement c'est une matière très intéressante à exploiter pour définir, faire ensuite une synthèse par département au global, et puis surtout en tirer des plans d'action, des mesures correctrices. Donc par exemple, en synthèse, au global ou pour un département donné, on voyait que on avait des items parmi les 8 sur lesquels, enfin, qui constituaient vraiment des atouts pour l'entreprise. Là, ici, la confiance, la possibilité de s'exprimer, l'environnement de travail considéré comme très très satisfaisant, les compétences très complémentaires. Bon, possibilité d'améliorer les choses sur la répartition des rôles, et puis des points plutôt insuffisants sur les méthodes de management, la reconnaissance du travail de chacun, donc la notion de feedback, et puis le sens des missions et des projets qui n'étaient pas suffisamment compris ou partagés par les équipes. Voilà. Donc tout ça, ça débouchait donc sur des plans d'action qui pouvaient être, par exemple, pour la répartition des rôles, clarification de l'organigramme, clarification des fiches de poste et des objectifs individuels, sur les méthodes de management, des programmes de formation des managers, du coaching de managers à mettre en place, sur la reconnaissance du travail de chacun, travailler sur les feedbacks, les améliorer, systématiser, si ce n'était pas fait, les entretiens annuels, peut-être en faire 2 par an ou d'autres supplémentaires. Sur le sens des missions et des projets, retravailler au niveau de la direction, des fondateurs du CODIR sur la vision de l'entreprise, l'alignement de la vision par rapport aux missions, aux ambitions, et puis les partager avec l'ensemble des équipes de manière à ce que tout le monde se les approprie. Voilà, donc ça débouchait sur des choses extrêmement concrètes. Et l'intérêt de ce questionnaire, c'est qu'on en a fait à l'époque un baromètre qu'on pouvait administrer à nouveau 6 mois, un an plus tard, et voir effectivement comment on avait évolué sur les différents items. Est-ce qu'on avait progressé ou pas? Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui s'étaient dégradés? Donc, on a fait vraiment un baromètre du bien-être psychologique dans l'entreprise, toujours au service de la performance, puisque en résumé de tout ça, ce que l'on peut dire, c'est que donc par performance, on entend la qualité, la résolution des problèmes et l'innovation, et que la sécurité psychologique, avant tout, elle est au service de la performance de l'entreprise, mais aussi du bien-être de l'entreprise. Tout ça, je dirais, si ça converge, ça évidemment dans le bon sens pour les équipes et pour l'entreprise. Donc, une plus grande capacité d'initiative que l'on favorise, on favorise également l'innovation et notamment, comme on l'a un petit peu vu, en dédramatisant l'échec. Donc tout ça peut être évalué donc par différents moyens, entretiens, ateliers, séminaires, questionnaires. Mais voilà, il ne s'agit pas de basculer ou d'aller forcément dans l'excès inverse et de céder à la mode de l'entreprise dite libérée, horizontale ou woke. L'idée est de mettre avant tout en place un environnement de travail plus sain, plus favorable à l'épanouissement, à l'innovation, à la qualité, tout ça donc au service de la performance de l'entreprise, tout en restant effectivement conscient du fait que les collaborateurs, les équipes ont besoin de cadres et d'objectifs. Voilà, merci de votre attention. Eh bien, merci Michael. C'était passionnant de voir le cas d'usage finalement que tu décris, c'est-à-dire non seulement aller vers cela, mais interroger comment le faire. Tu as montré, je pense, à plein d'entrepreneurs que c'était pas inaccessible d'aller questionner ses collaborateurs pour avoir un feedback
sur le degré de liberté qu'ils ressentent et les points sur lesquels ils ont envie de plus d'autonomie. J'ai deux idées. Donc, une première question, c'est que je pense que tout ça doit être quand même accompagné par des gens qui sont un peu spécialisés, un peu pointus en matière de RH, ne serait-ce qu'ensuite pour l'implémentation. C'est plutôt pour toi de l'ordre du coaching, de l'ordre de, 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 de l'évolution d'équipe. On trouve ce genre de professionnels de façon assez simple aujourd'hui. Écoute, à l'époque, quand j'avais mis ça en place avec les entrepreneurs réunis, j'avais pas particulièrement du tout même de casquette RH, de qualification RH. Bon, j'ai suivi une formation en coaching, bon, très bien, mais j'ai travaillé avec les directions générales de ces entreprises, donc des boîtes d'entrepreneurs, des PME, avec voilà de 10 à 100 salariés, et on travaillait donc avec les CODIR et plus spécialement avec la DRH. Mais voilà, c'est des choses finalement assez logiques, et en travaillant avec la DRH de l'entreprise ou le DAF, enfin voilà, on arrive à mettre en place ce genre de choses et en tirer effectivement des enseignements et puis des plans d'action pour améliorer les choses. Génial. Merci. Je rebondis avec cette phrase de Bezos sur l'échec qu'il a prononcé, je crois, l'année dernière. Il a dit, moi, chez Amazon, je fais des erreurs tous les jours. Et puis il s'est arrêté un instant et on s'attendait tous à ce qu'il dise, mais je prends plus de bonnes décisions que de mauvaises, etc. Non, non, il a recommencé. C'est moi, chez Amazon, je fais des erreurs tous les jours. Et je trouve ça libérateur qu'un dirigeant d'une grande entreprise comme Amazon soit capable de dire publiquement qu'il se trompe, alors qu'on a l'image du chef omniscient qui a reçu de je ne sais quelle grâce divine la réponse à toutes les questions que peut se poser son organisation. En fait, on sait bien qu'il n'en est rien et que l'entrepreneur, il n'a pas non plus toutes les réponses. Déjà, il est content quand il a des questions. Là, on a ce cas-là. Et tu penses que ça vient aussi de l'impact de cette femme dont tu nous as parlé tout à l'heure dans ta chronique, qui a probablement diffusé quand même son message depuis sa légitimité, disons, de Harvard vers le business US? Euh, on ne peut pas en être sûr, mais elle est prof à Harvard, elle est connue, elle a publié, fait beaucoup de conférences. On peut l'écouter sur YouTube, et même Google quand même s'est appuyé sur ses travaux. Ouais. Voilà, donc on peut imaginer que pas mal parmi les GAFA et d'autres, beaucoup d'entreprises à Silicon Valley ont eu vent de ces travaux, se sont appuyés dessus. Effectivement, quand j'évoquais le fail fast, fail often de qui est en vigueur dans la Silicon Valley, c'est vrai que quand on entend Jeff Bezos aller aussi loin, donc on n'est pas seulement dans le droit à l'erreur. Bon, non, non, mais c'est pas grave, tout le monde peut se tromper. Non, là, on est vraiment dans l'erreur. Non seulement assumée, mais on s'en vante. Le numéro de l'entreprise parmi les plus performantes au monde dit qu'il se trompe tout le temps. C'est-à-dire que c'est totalement décomplexé et favorisé, et comme tu dis, extrêmement libérateur de se dire que euh, c'est pas une fois de temps en temps qu'on a le droit de se tromper, c'est tout le temps. Mais l'important, c'est effectivement de s'en rendre compte et de réfléchir dessus en toute conscience, d'en tirer les enseignements, de progresser, et puis d'accepter que ça arrive tout le temps, et parce que tout le temps on est amené, on est invité à progresser, et on a ces opportunités, cette capacité de le faire, et d'y inviter les équipes. Merci.